Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Uticus. Je m'appelle Julien Burgos et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain et ainsi apporter plus de richesse et de profondeur dans nos existences. Et surtout, réfléchir à notre éthique de vie pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo economicus à celle de l'Homo ethicus. Et oui, rien que ça. Alors, si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage à écouter l'épisode 0 ou l'épisode introductif dans lequel je vous présentais les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Et dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'un de mes écrivains préférés. Il a écrit plus d'une vingtaine de romans, de nombreuses novellas, un format qui lui était cher, c'est-à-dire entre la nouvelle et le roman. Et il a notamment écrit le recueil Légende d'automne, dont une des histoires a été adaptée pour un film avec Brad Pitt au début des années 90, film qu'il a bien évidemment détesté. Il s'agit de Jim Harrison, l'écrivain américain qui est décédé récemment en 2016 à l'âge de 78 ans, ce qui est déjà une performance étant donné son appétit et sa consommation d'alcool pantagruélique, et le mot est faible. Dans cet épisode, je vais d'abord brièvement vous présenter Harrison, puis j'ai extrait et compilé pour vous quelques-unes de ses citations, dont le point commun est sa perspective sur la sagesse, une sagesse assez particulière comme vous le verrez. Et à partir de ces citations, nous ferons quelques digressions sur la violence, sur Steven Pinker et aussi le développement personnel. Alors commençons par une très brève présentation. Je ne raffole pas des détails biographiques, tout comme Jim Harrison, même s'il a écrit 2 autobiographies, En marge et Le vieux saltimbanque. La dernière autobiographie est parue d'ailleurs l'année de son décès en 2016 et il l'a écrit à la 3e personne du singulier, de manière à mettre une distance en fait. Jim Harrison est un écrivain assez apprécié en France, ce qui l'étonnait lui-même. Dans ses romans et novellas, il décrit souvent la nature sauvage des États-Unis. Mais ce que j'apprécie surtout chez lui, dans ses romans, c'est sa faculté à glisser des idées complexes, des pensées sur l'existence, en plein milieu d'une discussion, entre 2 banalités. Cela donne un côté humain à ses réflexions. Plutôt que d'avoir un long passage complexe, empli de subtilité, il préfère introduire de petites phrases, simples et profondes, ce qui paraît bien sûr beaucoup plus naturel, plus normal qu'un débat plus long et trop sophistiqué. Je ne dis pas qu'une approche est meilleure que l'autre, tout dépend de l'écrivain et de son style, j'aime les 2. Parfois on peut avoir l'impression que le style de Harrison manque de transition, qu'il saute du coq à l'âne, mais il me semble que de cette manière, il montre que nos pensées sont souvent non linéaires, sans aucune transition. En tout cas c'est comme cela que je le perçois et j'ai l'impression que mon propre cerveau divague entre différentes idées, même si parfois il est aussi capable d'avoir un raisonnement logique et consistant. J'ai lu plusieurs de ses livres et pour moi les meilleurs sont tout d'abord Dalva, un grand roman avec un personnage central féminin d'une grande force, ce qui est ironique étant donné qu'Harrison est souvent qualifié de misogyne. Mais surtout j'adore 2 autres de ses livres, d'abord le premier tome de son autobiographie, En marge, et surtout ses critiques gastronomiques qui sont regroupées dans le recueil Aventure d'un gourmand vagabond. Harrison est un personnage complexe, comme je les aime, un écrivain de l'excès, surtout gastronomique et vinicole donc. Il mange des quantités de viande incroyables qui suffiraient à nourrir au moins 3 personnes. Et il a un vrai problème avec l'alcool étant donné la quantité qu'il ingérait. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il détestait la mode du développement personnel, comme nous allons le voir plus tard. Peut-être qu'il préférait se soigner, ou en tout cas traiter ses problèmes, dans la nourriture et l'alcool, tant qu'à faire, autant se faire du plaisir. Alors après cette brève mise en bouche, passons au plat principal. Oui, je sais, je ne pouvais pas rater cette transition, elle était un peu facile. Bref, comme je vous le disais, j'ai extrait plusieurs citations de différents romans de Harrison. Je ne vais pas vous décrire chaque roman parce que ça prendrait des heures, j'ai juste extrait les citations qui m'ont le plus marqué. Et un des thèmes récurrents dans son œuvre, c'est la violence des hommes. Il n'en fait pas nécessairement un thème central, mais la violence est souvent présente en arrière-plan. Il parle souvent du massacre des Indiens dans plusieurs de ses romans, notamment dans Dalva. Il le décrit comme l'acte fondateur de la société américaine. Et la violence est bien sûr aussi présente dans ce qu'il appelle ses faux romans policiers, Grands maîtres et péchés capitaux, dans lequel on retrouve un personnage récurrent, l'inspecteur Sanderson. Et d'ailleurs, dans son roman Grand maître, Sanderson, qui, avant d'être inspecteur, avait fait des études de lettres, se lance dans une étude sur la violence. Et Sanderson, dans sa recherche, trouve cette citation d'une certaine Jodi Christian dans un éditorial paru en 1900.
Alors je n'ai aucune idée de la véracité de cette citation, je n'ai pas fait de recherche approfondie, mais ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que cette phrase peut parfaitement s'appliquer à nos jours. Écoutez. Malgré tous nos progrès dans les domaines du luxe et du savoir, nous ne nous sommes pas élevés d'un iota au-dessus des périodes les plus sombres de l'humanité. Le siècle dernier n'a en rien modifié les passions, les cruautés et les pulsions barbares de l'homme. Depuis la barbarie du Moyen-Âge, nul changement. Nous abordons un nouveau siècle équipé de tous les merveilleux dispositifs de la science et de l'art, mais le pirate, le sauvage et le tyran sont toujours là. Alors comme je le disais, cette citation est censée être de 1900, donc avant la boucherie de la Première Guerre mondiale, avant l'horreur nazie et les camps d'extermination, avant la bombe atomique. Mais nous sommes maintenant en 2019 et il nous semble que cette citation est toujours aussi vraie, peut-être même encore plus. La technologie a progressé, les conditions de vie aussi, en tout cas de manière générale, même s'il reste de très nombreux endroits où les conditions sont encore désastreuses. Mais la condition humaine n'a pas évolué. Pour reprendre la citation, le pirate, le sauvage et le tyran sont toujours là. Les figures de Trump, Poutine, Assad ou Daesh sont faciles à identifier comme des figures de violence. Mais il est beaucoup plus difficile de voir le sauvage et le tyran qui est souvent à côté de nous ou en chacun d'entre nous. Toujours d'un grand maître, il écrit « Le crime n'a aucun intérêt. Il est affreusement prévisible. Rien n'a changé depuis que Caïn a tué Abel. La cupidité, la jalousie, l'instabilité mentale et les problèmes économiques en sont depuis toujours les principaux ingrédients. La religion n'est pas en reste. Aujourd'hui, l'abus de drogue et le désespoir moral épaississent encore la sauce. » Alors laissez-moi faire une légère digression pour réfléchir sur cette citation. Récemment, l'écrivain et psychologue Steven Pinker a écrit un livre énorme sur l'histoire de la violence, qui s'intitule « La part d'ange en nous ». Bill Gates, d'ailleurs, le considère comme l'un des livres les plus importants qu'il ait jamais lu. Et pour être honnête, je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas trouvé le courage de lire plus de 1000 pages de compilation de données et de recherches qui aboutissent à une seule conclusion, à savoir que la violence diminue à travers le temps et donc que la société évolue positivement. Elle part du principe qu'à l'âge des cavernes ou au Moyen-Âge, les êtres humains avaient de grandes chances de finir leur vie à cause d'un acte de violence, guerre, viol, meurtre, etc. Ce qui est moins le cas dans nos sociétés qui sont, de ce point de vue-là, plus sécurisées. Il est vrai que nous ne sommes pas constamment sur le pied de guerre avec le village ou le pays voisin. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse. Notamment certains critiquent la manière dont Pinker présente les peuples indigènes. Il les présente comme étant violents, et il le fait en se basant sur une étude scientifique, mais qui est critiquée par de très nombreux autres experts, et donc sa valeur devrait être remise en cause, et peut-être que les conclusions de Pinker pourraient être différentes. Puis il explique que l'homophobie a diminué à travers le temps, sans dire que celle-ci était acceptée à l'époque des Grecs et des Romains. Puis il argumente que la violence a diminué car celle-ci est maintenant contrôlée par l'État, et je suis sûr que les gilets jaunes, qui se sont pris quelques coups sur la tête et parfois pire, ont pu constater à quel point la violence de l'État est contrôlée. Enfin, Pinker n'a pas inclus la violence psychologique dans son étude. Elle fait peut-être moins de morts, mais son impact sur la société est considérable. Pinker a reconnu qu'il ne pouvait inclure la violence non physique. Il devait limiter le champ de sa recherche, qui, il faut le reconnaître, est déjà immense, et c'est reconnu pour cela. Cependant, si tout un pan de la violence est éliminé, alors il est impossible de tirer des conclusions aussi générales comme Pinker l'a fait. De plus, il n'a pas inclus le taux de suicide dans son étude, qui, nous le savons, est en forte augmentation. Donc peut-être que la proportion de violence directe a diminué, mais il est impossible de conclure sur la violence de manière générale. Et après tout, peut-être que nos sociétés ont réussi à canaliser la violence des individus en les abrutissant de divertissements les plus stupides les uns que les autres. Les loups sont devenus des moutons qui broutent l'herbe fraîche qu'on leur donne. Satisfaits, replis, ils n'ont pas à se battre pour chercher leur pitance. C'est un progrès, c'est évident. Mais après tout, peut-être que Pinker est un personnage de Jim Harrison. Qui sait ? Alors excusez-moi pour cette digression au final un peu longue sur la violence et sur Pinker, mais je pense qu'elle illustrait bien la citation que Harrison donnait juste avant. Revenons à Harrison et à ses romans. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ce n'est vraiment pas un fan du développement personnel. Dans Dalva, il écrit ceci. La conclusion de l'analyste était que mon arrivée sur Terre était liée à une suite d'événements hasardeux, improbables. Je lui ai dit que je ne croyais pas posséder de talent particulier, sinon celui de la curiosité. Il a vu là une déclaration de première importance. Il est horrible de prendre la vie pour une chose, m'a-t-il dit, et de s'apercevoir qu'elle en est une autre. La curiosité permet d'envisager plusieurs alternatives. Son tempérament portait la trace de la mélancolie la plus légère que j'ai jamais vue. Une humeur qui m'a rendue définitivement méfiante envers tout projet d'auto-amélioration et ces tripatouillages mentaux de notre époque effrayante. Puis, dans son autobiographie, En marge, il insiste lorsqu'il parle de ses origines scandinaves. Les lois sont anciennes et strictement observées, et l'on n'entend jamais parler de cette espèce de piètre baratin visant à l'auto-amélioration, dont j'ai eu vent quelques semaines plus tôt sur la côte basque.
J'ai mis de l'ordre dans l'occupation de mon temps et maintenant je me sens beaucoup mieux. Ce genre de bouillie langagière parfaitement inepte a tendance à me faire sortir de mes gonds. Je trouve cela excellent parce que c'est totalement à contre-courant de toute la mode d'un certain type de développement personnel qui se focalise sur l'efficacité, sur la fameuse loi de Parkinson 80-20 et tout ce qui tourne autour de cela, et que certains n'hésitent pas à qualifier d'auto-exploitation. Cela ne veut pas dire qu'il faut jeter et refuser tous les conseils d'amélioration de soi ou les techniques pour mieux organiser son temps et mieux définir ses objectifs. Moi-même, j'applique certains conseils dans ma vie. Cependant, il faut trouver un équilibre. Il nous invite à prendre garde à ne pas tomber dans le culte de la productivité qui élimine tout ce qui est superflu, qui est apparemment inutile et pourtant indispensable. Pour un écrivain de littérature ou de poésie, la productivité et l'efficacité sont des concepts inadéquats. Certes, il faut s'asseoir à sa table et écrire encore et encore, mais cela ne veut pas dire que la qualité est toujours au rendez-vous. Il faut s'accorder des plages de pause, d'oisiveté pour laisser l'esprit se recharger et avoir de nouvelles inspirations. L'oisiveté, une idée que certains abhorrent et pourtant, Stevenson, l'écrivain de L'île au trésor, en faisait déjà l'éloge dans son texte Éloge de l'oisiveté, publié dans le volume Essai sur l'art de la fiction que j'espère nous aborderons dans un autre épisode. Un ouvrage que je recommande à tous les aspirants écrivains. Revenons à Jim Harrison. Dans Grand Maître, il écrit encore. Il se rappela avoir lu à la fac que les bouddhistes zen essayaient de trouver leur vraie personnalité. Mais tout ce que vous étiez ne constituait-il pas votre vraie personnalité ? À moins que nous n'ayons une essence située au cœur d'une religion privée ? Ce genre de réflexion lui donnait la migraine. Alors existe-t-il une vraie personnalité, un moi profond qui serait différent du moi social, c'est-à-dire du moi de tous les jours, de celui qui va travailler, qui est en interaction avec les autres ? Pour les bouddhistes et pour beaucoup de livres ou approches de développement personnel, nous devons découvrir notre moi profond, enfoui sous les couches de conditionnement, hérité de notre éducation, du contexte dans lequel nous avons grandi, etc. Cependant, est-ce que nous pourrions trouver un moi qui soit fondamentalement différent, qui soit libre de toute forme de conditionnement ? Alors ça, je n'y crois pas. D'autre part, je ne crois pas non plus à l'existence d'une vraie personnalité complètement différente de notre personnalité que nous affichons dans nos relations. Nous sommes en grande partie ce que nous montrons, ce que nous faisons. Bien sûr, nous sentons parfois qu'il y a un déséquilibre entre notre conscience ou notre moi intérieur et nos actes extérieurs, notre manière d'agir. Mais tout cela, ce moi intérieur et extérieur, forme notre moi, un moi unique, empli de contradictions entre ce que nous souhaitons accomplir et ce que nous accomplissons réellement. Cette question est complexe et mérite que l'on s'y attarde plus longtemps et j'espère vous en parler dans un autre épisode, à la lumière notamment d'un petit ouvrage de philosophie intitulé « Loin de moi » de Clément Rosset. Harrison est surtout connu pour le respect qu'il accorde à la nature sauvage. Il décrit la beauté des paysages immenses des États-Unis, que ce soit les lacs du Michigan, les plaines du Montana ou du Nevada où ses personnages déambulent, ou les déserts de l'Arizona où il a lui-même fini sa vie. Et voici une phrase qui montre à quel point la nature est importante pour lui, une phrase extraite du livre Péchés capitaux. Quoi de plus sacré qu'une rivière ? Même si l'homme les avait partout massacrés à coups d'égouts et de barrages, sans oublier le pire de tout, ces produits chimiques qu'on y déversait allègrement. Pour Sanderson, c'était pire que de chier sur l'autel d'une église. Très forte comparaison que je partage complètement. Cela semble absurde de révérer une croix symbolique et de détruire une nature qui, elle, est réelle. Absurde de vénérer une histoire vieille de 2000 ans, dont les faits sont plus que douteux, au moins pour tout ce qui concerne les miracles, et en même temps de cracher, de salir la beauté du monde présent aujourd'hui. Je partage cette pensée de Harrison, selon laquelle il est beaucoup plus blasphématoire de détruire la nature et aussi d'exploiter d'autres hommes ou femmes, que, par exemple, de faire des caricatures sur des symboles de religion. Mais Harrison, heureusement, ne reste jamais longtemps trop sérieux, et c'est une grande qualité. Il alterne et surtout exprime ses idées de manière simple. Harrison, comme je l'ai dit plus tôt, a un problème avec la recherche de la sagesse. Écoutez plutôt cette phrase extraite de ses chroniques gastronomiques Aventures d'un gourmand vagabond. Malgré son caractère crucial, la sagesse qui se profile à l'horizon est trop banale pour être séduisante. Quelque chose du genre « le feu est chaud, ce qui est mort, la glace est froide ». Et d'ailleurs, Nietzsche semble avoir écrit une pensée similaire lorsqu'il écrit « Nous n'avons pas de preuve que la vérité, une fois révélée, si elle l'est jamais, sera le moins du monde intéressante. » Et en fait, Harrison n'a pas complètement tort. Non ? Écoutez cette phrase extraite du Tao, un des plus anciens livres de sagesse pourtant. Dans le Tao, il écrit ceci. « Quand l'homme vient au monde, il est souple et faible. Quand il meurt, il est raide et fort. La raideur et la force sont les compagnes de la mort. La souplesse et la faiblesse sont les compagnes de la vie. »
Bon, c'est peut-être un peu mieux formulé que la phrase de Harrison, mais il y a tout de même une grande banalité dans cette phrase. Quand l'homme meurt, il est raide. Oui, très bien, enfin, ça semble un peu bizarre. Et puis pourquoi ne pas dire que la force est aussi la compagne de la vie? Étrange phrase qui montre que Harrison n'a pas complètement tort quand il montre la banalité des phrases supposément sages. En fait, c'est le cas aussi pour les proverbes ou les clichés. Certains sont porteurs d'une grande sagesse et d'autres sont d'une banalité ridicule, voire propagent des lieux communs et des idées fausses. Par exemple, qui vole un œuf, vole un bœuf. Voilà un proverbe qui, au lieu de propager une certaine sagesse, sert à stigmatiser les pauvres, c'est-à-dire ceux qui vont voler un œuf pour manger. Alors que ceux qui volent un bœuf, c'est-à-dire qui font de l'évasion fiscale, eux, ils n'ont pas de problème. D'ailleurs, Harrison n'est pas non plus à l'abri de certaines phrases assez superficielles comme celle-ci. Il avait toujours refusé la définition scabreuse de la vie comme un processus où chaque jour on se contentait de moins que la veille, lui préférant l'idée que la vie est parfois bonne, parfois mauvaise. Eh bien, disons, quelle profondeur de pensée, non? La vie est parfois bonne, parfois mauvaise. Ça, c'est très inspiré, non? Bon, excusez-moi ces quelques sarcasmes. D'autre part, il faut reconnaître qu'il y a peut-être une vérité intéressante dans cette phrase apparemment banale et simpliste. C'est-à-dire qu'il faut accepter que la vie est tragique. C'est une succession de moments de joie, de bonheur, suivis d'autres moments plus tristes, suivis par d'autres moments heureux, etc., etc. Et non une progression linéaire. C'est une grande libération de considérer la vie de cette manière, car cela nous apprend que si nous passons par des moments faibles, eh bien il faut apprendre à tenir, car à un moment, nous aurons plus de bonheur. Et parfois nous passons par ces moments de joie et de tristesse en une seule journée. Et il faut accepter ces deux émotions, la joie et la tristesse, qui font partie de la vie. Mais surtout, Harrison trouve que la sagesse se situe surtout dans les choses simples du quotidien. Ce n'est pas tant le fait que la sagesse peut être banale, mais plutôt que dans les choses banales, il y a une vraie sagesse. Par exemple, Harrison nous donne cette autre phrase dans ses chroniques gastronomiques. Comme dit le sage à propos de son existence, avant de connaître l'illumination, j'ai coupé du bois et puisé l'eau du puits. Après l'illumination, j'ai coupé du bois et puisé l'eau du puits. Comme je le disais, un éloge de l'ordinaire, des petites choses de la vie, en opposition avec l'extraordinaire que notre société essaie toujours de nous vendre, de promouvoir. Au fond, Harrison nous dit qu'il faut apprécier la banalité de l'existence. Chaque acte du quotidien peut être une source de plaisir, plutôt que d'être dénigré. Et c'est probablement pour cela qu'il adorait la nourriture et le vin. D'ailleurs, écoutez cette phrase aussi extraite de ses chroniques gastronomiques. L'acte physique élémentaire consistant à ouvrir une bouteille de vin a apporté davantage de bonheur à l'humanité que tous les gouvernements dans l'histoire de la planète. Même les religions organisées sont de simples pièges à souris spirituels comparés au pop libérateur du bouchon, à ce couinement délicieux qui se produit lorsque vous l'affranchissez de l'étreinte mortelle du tire-bouchon. Survient ensuite ce bouillonnement grandiose du vin versé dans le verre, le même bruit que nous entendons à la source, au cœur de toutes les rivières terrestres. J'ose à peine dire qu'il faut boire avec modération, car évidemment cela ne correspond absolument pas à l'esprit de Harrison où l'excès est roi. Alors cet l'hédonisme de Jim Harrison est né d'un drame familial qui arrive malheureusement trop souvent. Alors qu'il avait 18 ans, son père et sa sœur, qui étaient très proches de lui, ont été tués dans un accident de la route causé par un ivrogne. Dans son dernier livre, qui est le 2e tome de son autobiographie, et qu'il a écrit à la 3e personne, il fait cet aveu. Ce drame avait créé comme une boule de rage en permanence au fond de lui. Ce fut en définitive ce qui le poussa à devenir écrivain. Puisqu'une telle horreur peut arriver à ceux qu'on aime, alors autant profiter de son séjour terrestre pour suivre les penchants de son cœur. Tout passe, tout lasse, tout casse, comme dit le proverbe. En connaissant ce drame, je suis surpris qu'Harrison boive autant d'alcool alors que sa famille a été tuée par un ivrogne. Bon, je ne dirais pas qu'Harrison était un ivrogne, enfin tout de même, il ne lésinait pas sur l'alcool. D'autre part, je pense que ce genre de drame peut aussi apporter un autre type de conclusion. Il y a l'hédonisme d'Harrison, mais il peut aussi naître une autre envie, celle d'agir sur le monde, d'apporter quelque chose, de tenter de laisser une trace pour essayer de donner plus de sens à nos existences, alors que l'hédonisme a le risque de nous plonger dans un simple plaisir des sens qui ne satisfait que nous-mêmes. Cependant, Harrison est la preuve que l'on peut être hédoniste et être un grand écrivain qui donne aussi du plaisir à beaucoup de lecteurs. Et d'un autre côté, on pourrait aussi me rétorquer que cette ambition est illusoire. Et la citation de Harrison, que je viens de lire juste avant, se poursuit avec cette phrase « L'ambition énerve quand l'humilité apaise ». Alors, soyons un peu plus humbles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces quelques citations extraites de différents livres de Jim Harrison. Vous l'aurez compris, ce qui compte pour Harrison, ce sont les choses simples de la vie, que sont une bonne bouffe, l'amitié, la nature et bien sûr la littérature.
Je n'ai pas essayé de livrer une étude précise de la vision de Harrison, ce n'est pas mon objectif. Ces citations reflètent surtout ce que j'ai retenu dans ce livre, les phrases qui m'ont le plus marqué. Voilà, vous pouvez réécouter cet épisode sur ma chaîne YouTube Homo Ethicus, dans laquelle vous pourrez retrouver les citations que je viens de donner, et dans la description de la vidéo, vous trouverez les références des livres de Jim Harrison. Je vous recommande de commencer par Dalva, son meilleur roman, et pour les amateurs de repas gargantuesques, vous pouvez lire ses chroniques gastronomiques, Aventures d'un gourmand vagabond. Et je vous recommande également de soutenir vos libraires locaux plutôt que de commander sur Amazon ou la Fnac. Et surtout, je serais ravi d'avoir votre avis sur Harrison et que vous partagiez vos citations préférées ou vos propres commentaires. Vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube ou sur ma page Facebook ou sur Twitter en cherchant Homo Ethicus. Et si vous voulez me soutenir, et ce serait génial si vous le faites, je vous encourage à vous inscrire au podcast et à laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes, de préférence en mettant le plus d'étoiles possible. Ça permettra au podcast d'être en tête de classement et de trouver de plus en plus d'auditeurs. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode et je vous laisse sur cette dernière citation, extraite de son livre En route vers l'Ouest et qui est en fait une phrase de D.H. Lawrence, un écrivain qui l'appréciait, qui a écrit « La seule aristocratie est celle de la conscience ». Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Ethicus et comme disait l'autre, Banzai!